La première fois qu'on assiste au cannibalisme animal, on ne peut rester indifférent. Ça vous heurte, ça vous étonne, ça vous interpelle, ça vous choque, ça vous perturbe. Tous les éleveurs vous le diront. Voir son animal manger ses propres enfants, ses petits ou ses congénères, ne peut laisser indifférent. Certains éleveurs penseront même à la sorcellerie ou à des phénomènes surnaturels. Mais rassurez-vous, le cannibalisme animal existe. Le cannibalisme animal est une pratique consistant à manger une ou plusieurs parties d'un individu vivant de la même espèce. C'est donc une action ou habitude qu'ont les animaux de manger des êtres de leur propre espèce. De nombreux animaux le pratiquent par nécessité ou par instinct. On classe différents types de cannibalisme en fonction des conditions de leur apparition. C'est ainsi qu'on aura le cannibalisme de survie, le cannibalisme sexuel, le cannibalisme parental, appelé aussi cannibalisme filial ou puerpéral. Le cannibalisme de survie est un type d'acte de cannibalisme qui se réfère à l'instinct de survie. Le cannibalisme est dit de survie quand il va se développer pour permettre à l'individu de continuer à vivre ou même de continuer à vivre dans son habitat malgré la présence d'un facteur externe qui pourrait mener à sa mort. Ceci se traduit par le besoin d'obtenir des ressources pour sa propre survie, même si cela conduit à s'attaquer et à manger ses congénères. Dans un environnement défavorable, le cannibalisme peut être perçu comme une fonction adaptative et un comportement optimal de recherche de nourriture. Le cannibalisme sexuel se dit lorsqu'un individu consomme son partenaire sexuel pendant ou après l'accouplement. Cette technique est utile chez la femelle pour récupérer l'énergie nécessaire pour la ponte future et procurer les soins nécessaires à sa progéniture. Ce type de cannibalisme a été recensé chez plus de 90 espèces animales, principalement chez les arthropodes, dont tout ce qui est arachnide et insectes en particulier, mais aussi chez quelques mollusques et crustacés. Quand on parle de cannibalisme sexuel, on pense automatiquement aux mondes religieuses qui dévorent leurs partenaires pendant ou après l'acte dans environ 30% des cas. Mais ces insectes n'ont pas le monopole du cannibalisme sexuel. Diverses espèces d'araignées et scorpions s'y sacrifient aussi. Force est de se demander en les voyant pourquoi c'est toujours la femelle qui mange le mâle. Certains diront le diable est toujours féminin, dans tous les cas. Parmi les exemples de cannibalisme sexuel les plus connus, donc, on a certaines araignées femelles qui dévorent leurs partenaires lors de l'accouplement. On vient de le voir, la menthe religieuse qui dévore parfois le mâle durant l'accouplement, particulièrement et encore plus lorsqu'elle est affamée. On a également la femelle du criquet qui dévore également les ailes du mâle lors de la copulation. Le cannibalisme parental, donc, est également appelé cannibalisme filial ou puerpéral. Il concerne les adultes qui vont dévorer leur descendance. Il arrive ainsi qu'une maman dévore une partie ou l'intégralité de sa portée après l'accouchement. Ça, c'est le cas le plus fréquent qu'on voit dans les élevages. Ce comportement, appelé donc cannibalisme puerpéral, serait dû à un instinct de survie lorsque la mère est effrayée ou alors lorsqu'elle se sent observée. C'est en général la plupart du temps ce type de cannibalisme qui horrifie les éleveurs ou alors qui les surprend. Sachez également, en termes de cannibalisme parental, qu'il y a un autre type de cannibalisme appelé caïnisme. Se nourrir de ses frères et sœurs. Donc, c'est un type de cannibalisme appelé le caïnisme. C'est dérivé de Caïn. C'est monnaie courante chez plusieurs espèces d'oiseaux, de requins, de salamandres vivipares. On peut parler de quelques exemples de cannibalisme parental. Chez la plupart des rongeurs, après avoir mis bas, la femelle mange le cordon ombilical jusqu'au nombril de son petit et elle va continuer à dévorer même ce petit-là s'il ne réagit pas quand elle commence à le mordre. Ceci permet l'élimination des petits trop faibles et permet d'ailleurs à la mère de retrouver ses forces. Les coraux, les palourdes mangent leurs propres larves. En cas de disette pouvant provoquer la mort de la ruche, les abeilles sont amenées à dévorer leurs larves et les nymphes.
Le cannibalisme puerpéral a été observé chez la truite, le brochet, donc chez les poissons. Ils dévorent une partie des alevins. Les requins également. Ils dévorent les embryons pouvant se nourrir des œufs plus jeunes. On a plusieurs autres animaux qui pratiquent le cannibalisme. Le cochon, le hérisson, le lapin, le hamster, l'ours, la chatte, la chienne, la vache, la jument, la truie. Mais nous avons choisi de vous parler du cannibalisme chez 4 espèces animales. Le cochon, le chien, le hérisson et le poisson. Ce sont des animaux en apparence pacifiques, mais qui sont en réalité des tueurs, qui n'hésitent pas à dévorer leurs propres congénères, voire leur propre descendance. C'est un comportement barbare qui, la plupart du temps, n'a d'ailleurs rien à voir avec une pénurie alimentaire. Donc, si vous décidez d'élever ces animaux, préparez-vous à assister un jour à ces scènes. Et si ça arrive, ne pensez pas à la sorcellerie ou à autre chose. Le cannibalisme est un problème très connu dans les élevages de porcs. Si vous êtes éleveur de porcs, vous allez attendre avec impatience la naissance de vos porcelets. Mais malheureusement, quand ils naissent, vous pouvez avoir une truie qui mange tous ses propres porcelets, tous ses propres enfants. Comment expliquer ceci? Surtout que ce ne sont pas toutes les truies qui le font. On vous dira que très souvent, ceci arrive lorsque les températures sont trop élevées, lorsque les porcs sont trop serrés ou alors que la ventilation est déficiente. Mais, encore une fois, ceci va se manifester chez certains porcs, pas chez d'autres. C'est pourquoi c'est bizarre. Ce ne sont pas tous les porcs qui auront ce comportement-là. En dehors du fait que certaines truies vont dévorer leurs propres petits, vous assisterez en tant qu'éleveur de porcs à un phénomène connu sous le nom de codophagie ou cannibalisme de la queue. C'est un comportement qui se traduit par des morsures parfois profondes pouvant dégénérer en abcès. Vous verrez par exemple vos porcs manger la queue de leurs congénères. Il faut savoir que des problèmes d'appétence liés à un transit alimentaire trop court ou alors la présence de mycotoxines peuvent également déclencher le cannibalisme au même titre qu'un rationnement trop sévère ou un repas du soir trop tardif, sachant qu'il existe un pic d'excitation des porcs en fin d'après-midi. Pour résoudre ce problème ou alors pour l'atténuer, il faut mettre au sein de vos loges des jouets à mastiquer. Ceci va leur permettre d'éviter le cannibalisme. Vous allez voir d'ailleurs dans certains, si vous avez pris l'habitude de regarder des vidéos, des films, vous allez voir dans les pays développés, on accroche des pneus à des cordes. Ça permet aux porcs de jouer avec et de mastiquer. Dans tous les cas, pensez à réformer la truie reproductrice cannibale en la vendant. Ou alors les porcs qui mangent leurs congénères, dans tous les cas, ne les gardez jamais comme reproducteurs. Car cette truie développera difficilement un instinct maternel. Autre animal qui pratique le cannibalisme, c'est le chien. Les éleveurs de chiens vous le diront, il peut arriver qu'une chienne, bien qu'équilibrée et saine, mange un ou plusieurs chiots de sa portée. De nombreuses raisons peuvent expliquer ce geste qui nous semble cruel. Déjà, il y a des raisons de santé. Il faut imaginer que la grossesse et l'allaitement mettent à rude épreuve les ressources de la chienne, même si elle est en parfaite santé à l'origine. Elle ne peut donc pas se permettre de perdre ce qui lui reste de force. Les conditions de vie peuvent également expliquer ce cannibalisme-là. Lorsque la portée est née, on est tenté d'être content d'approcher la chienne et de vouloir toucher les bébés tellement on est content. Mais il faut savoir que la chienne et les chiots ont un besoin vital de calme et de tranquillité pendant les premiers jours. Le stress est un facteur qui rend le comportement de la chienne instable. Pour être à l'aise, il lui faut donc du calme, un endroit propre avec son odeur à elle, qu'il n'y ait pas l'odeur d'un autre animal ou alors votre odeur, qu'elle soit tranquille, pas trop de bruit, pas de passage, votre présence calme. Vous devez être discret, pas d'inconnu dans les premiers jours. La phase de socialisation des chiots commence tard parce que toutes ces perturbations, tout ce stress-là fait qu'elle disjoncte, entre guillemets. Il y a des raisons psychologiques. Une chienne qui donne naissance à des petits trop tôt, après ses premières chaleurs, n'est pas toujours mûre pour faire une bonne mère. Se sentant stressée et dépensée par l'ampleur de la tâche, elle peut choisir de mettre fin à cette situation stressante-là en mangeant ses petits. Dans ce cas précis, le risque de cannibalisme puerpéral restera très important pour toutes les portées à venir. Il sera donc raisonnable de se débarrasser de la chienne.
Peu de chiens parviendront plus tard, un peu comme chez le porc, à développer un instinct maternel après ce type d'épreuve. Le hérisson, c'est le troisième animal dont nous souhaitons vous parler, qui est également cannibale. Omnivore, le hérisson se nourrit essentiellement d'insectes, dont tout ce qui est mille-pattes, mouches, criquets, etc., mais aussi de fruits, de champignons et occasionnellement de limaces et d'escargots. Il arrive pourtant que la maman hérisson dévore une partie ou l'intégralité de sa portée après l'accouchement. Ce comportement, donc, comme on l'a vu pour les autres animaux et comme on l'a vu plus haut, est appelé donc cannibalisme puerpéral. Il serait dû à un instinct de survie lorsque la mère est effrayée ou qu'elle se sent observée. C'est le même cas que pour le chien. Le risque est d'autant plus grand chez les hérissons élevés en captivité car c'est un animal très craintif à la base. C'est pour cette raison qu'on vous conseille donc de les garder isolés des regards, isolés même de leurs congénères après leur mise bas. Les poissons sont également cannibales. Les agriculteurs vous diront ils sont très souvent confrontés au cannibalisme chez les poissons. Les truites se mangent entre elles, les brochets se mangent entre eux, les poissons d'eau douce mangent leur propre progéniture, etc. Vous l'avez compris, le cannibalisme est présent également chez les poissons. Outre l'aspect alimentaire direct, parce que manger un congénère, c'est aussi réguler la population de prédateurs et donc de concurrents alimentaires. Il faut savoir que le fait de le faire permet aussi aux poissons d'éliminer les rivaux pour la reproduction. C'est donc une sorte de sélection naturelle où ne vont grandir que les individus capables d'échapper à la prédation. En conclusion, vous voyez donc que le cannibalisme filial permet à la femelle de récupérer une partie de l'énergie investie durant la reproduction. Le cannibalisme peut être considéré d'ailleurs comme un avantage quand il permet de diminuer le nombre d'individus malades dans une population. Il peut être un moyen de permettre la survie de la population à travers la survie de certains individus. Donc, quand dans un groupe, tout le monde ne peut pas survivre dans des conditions environnementales, le cannibalisme va permettre donc aux plus aptes de survivre, permettant donc à l'ensemble du groupe quelque part de survivre. Donc, vous l'avez compris, le cannibalisme existe chez les animaux. C'est un phénomène naturel, bien que rarissime. Si vous y faites face en tant qu'éleveur, que votre esprit n'imagine pas autre chose. N'interprétez pas ça en pensant à des phénomènes surnaturels ou alors en pensant à la sorcellerie. Non, ça existe. Donc, c'était l'objet de cette vidéo parce que nous avons été interpellés par un éleveur qui était horrifié après avoir vu sa truie manger tous ses petits. Abonnez-vous à AgriTV Web et activez la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Rappelez-vous toujours et toujours que savoir est le point de départ et c'est agir qui fait et fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.